Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Et ça roule. Cette semaine à l'émission, on vous présente une inauguration, un groupe musical et une collecte assez spéciale à l'approche de l'hiver. Vous voulez en savoir plus? Donc c'est parti pour vos infos TCBH. Cette semaine à l'émission, on vous présente l'inauguration officielle de la salle de psychomotricité de la Maison de la famille des Basques. J'ai rencontré Émilie Lévesque, qui est autrice, compositrice, interprète du groupe Fleurs. Et finalement, j'ai eu une entrevue Zoom avec Manon Ribard de Chlorophylle. Mais tout d'abord, on commence avec l'entrevue que j'ai pu avoir avec Émilie Lévesque du groupe Fleurs. Elle nous parle de son groupe, de ses aspirations et qu'est-ce qui a donné le groupe Fleurs. Bon visionnement! Je m'appelle Émilie Lévesque et je suis auteure, compositrice, interprète. En fait, on a lancé notre première chanson qui s'intitule « L'équilibre ». C'est une chanson que j'ai composée avec Laurence Carré lors de mon passage à l'École nationale de la chanson en 2018. Puis après ça, je suis revenue après l'école, finalement, je suis revenue habiter au Bas-Saint-Laurent. J'avais vraiment l'idée dans ma tête de avec quel musicien j'avais envie de travailler, quel univers musical j'avais envie de créer et quel projet je voulais faire finalement. Et c'était de créer Fleurs avec 4 autres musiciens bas-laurentiens. Puis on a commencé à travailler ensemble en janvier 2020. Là, c'est là qu'est né, que sont nés finalement les arrangements des chansons, puis qu'on a commencé à travailler sur l'équilibre. Est-ce qu'il y a eu une bonne réception du public? Oui, j'ai reçu beaucoup de messages sur Facebook, sur Instagram. J'ai eu une belle réponse aussi au niveau des médias. J'ai eu quelques entrevues aussi. J'ai eu des retours sur ces entrevues-là. Donc, ça fait son chemin. J'ai des beaux messages positifs, les gens qui aiment la chanson, qui aiment l'énergie, le fait que c'est une belle chanson pour se réveiller le matin, finalement, pour se rappeler de prendre la vie comme elle vient, de prendre les choses un peu plus relaxes, de prendre du temps pour soi et pour la personne qu'on aime. L'équilibre nous parle de quoi? Cette chanson-là parle de justement, c'est ça, prendre le temps pour les choses qui sont précieuses pour nous, prendre le temps de vivre des aventures avec l'être cher finalement, puis c'est aussi une façon de se retrouver soi-même, puis de retrouver ce qui est essentiel pour nous, ce qui est important. C'est un peu de ça que ça parle. Comment est-ce que le choix des arrangements s'est fait? Bien, dans le fond, moi, j'écris les chansons parfois avec des collaborateurs, parfois toute seule. Après ça, j'enregistre une petite maquette piano-voix que j'envoie au pianiste. Puis après ça, chaque instrument, chaque musicien ajoute sa partie finalement. On a travaillé avec des maquettes dans la dernière année parce qu'il y a eu le COVID. On ne pouvait pas se voir autant qu'on voulait pour travailler les arrangements. Donc, c'est comme ça que ça s'est créé. Puis après ça, quand on a pu se voir, on s'est vraiment rencontrés puis on a travaillé la chanson. J'ai pu donner mes petits commentaires, des petites notes, puis on a vraiment créé les arrangements ensemble. C'est important pour moi que les musiciens aient leur place dans cette chanson-là, qu'ils puissent vraiment exprimer ce qu'ils avaient envie d'exprimer, qu'ils puissent complémenter le propos, finalement, vraiment à leur façon.
Fait que c'est comme ça qu'on a travaillé. De quelle manière est-ce que tu qualifierais ton style? C'est un mélange vraiment entre la chanson populaire, le rock progressif et puis le jazz. Vraiment, Fleur, c'est un mélange de ces trois grandes influences-là. Puis, dépendamment des chansons, on va mettre de l'avant une influence plus qu'une autre. Par rapport à l'équilibre, c'est vraiment l'influence plus populaire, jazzy, qui a été mise de l'avant pour cette chanson-là. Depuis quand est-ce que tu es dans la musique? Je vais dire que je chante depuis toujours, mais j'écris des chansons depuis que j'ai 12 ans. Puis depuis ma première chanson, finalement, je sais que c'est vraiment ça que je veux faire, que j'ai des choses à dire, puis que j'aime pouvoir les dire à ma façon. J'aime beaucoup écrire des mélodies. C'est vraiment ça, mon dada. C'est vraiment les mélodies sur des mots. J'aime beaucoup prendre mon instrument, que ce soit la guitare ou au piano. Présentement, c'est vraiment plus le piano que je travaille, mais j'avais des mélodies dans ma tête, puis j'aime beaucoup les transcrire à l'instrument, puis écrire mes petits arrangements, puis transmettre ça aux gars, finalement. Mais oui, je dirais depuis que j'ai 12 ans, mais là, j'en ai 25, fait que là, ça fait une bonne douzaine d'années. As-tu participé à des concours pour prendre de l'expérience? Oui, depuis que je suis toute jeune, je participe à tous les secondaires en spectacle qu'il y avait au Mistral. J'ai fait le Pan québécois aussi en 2012, je pense. Dans les dernières années, j'ai fait les 3 pistoles en chanson, les tremplins de Desgelées aussi quand j'étais plus jeune. Mais il y a 2 ans, je crois, j'ai fait le concours en mélodie au cœur des montagnes qui est à Saint-Gabriel, où j'ai pu gagner la 2e place avec mes compositions finalement que j'ai fait à ce concours-là. Est-ce qu'on t'a déjà encouragé à participer à des concours comme La Voix ou Star Academy? C'était pas la voix que je souhaitais pour moi. J'avais envie de faire mon chemin, un peu comme à la dure, on pourrait dire. J'avais envie de tailler ma place à ma façon, puis de prendre les choses comme elles viennent, mais un pas à la fois. Je préférais faire mon chemin un pas à la fois, puis aller à la rencontre du public à ma façon. On va dire ça comme ça. Vivre de la musique en région, c'est un défi en soi. Comment est-ce que tu vis ça? J'ai l'impression que pour moi, c'est cette façon-là qui a été pas la plus facile, mais c'était ma façon à moi de faire en sorte que ça fonctionne. Parce que j'avais pas l'impression de me retrouver au moment où j'étais dans ma vie. J'avais pas l'impression de retrouver mes amis, de me retrouver dans un univers qui me ressemblait quand j'étais plus à Montréal. Donc, c'est pour ça que je suis revenue. J'avais besoin de la nature pour m'inspirer. J'avais besoin des gens, des relations que j'avais construites ici en étant au Cégep à Rimouski. C'est là que j'ai rencontré tous les membres du band, finalement. Puis, il y a beaucoup des professeurs du Cégep, je pense à Émile Rio-Roussel, à Steve Saint-Pierre, que j'appelle de temps en temps, puis que je pose toutes mes questions parce qu'ils ont travaillé ici pendant tellement longtemps. Ils viennent de déménager parce qu'ils sont maintenant propriétaires des studios Opus. Mais c'est ça, bref, ça a été pour moi ce qui a été un peu le berceau du projet Fleur. Puis ça a été ma façon d'évoluer. Fait que je le vis bien, un jour à la fois, puis j'aime beaucoup les gens ici. On a pu présenter une première tournée d'été l'été passé dans l'Est du Québec, puis pour moi, c'était ma façon de remercier les gens d'ici, d'être là depuis le début, puis de nous encourager, tous les membres du band et moi, depuis le début, finalement. Est-ce que tu as un autre emploi à côté pour être capable de vivre de ta musique? Présentement, j'enseigne à l'école de musique Alain Caron, puis j'ai enseigné à l'école secondaire de Rivière-du-Loup dans le programme Art de la scène pendant les 2 dernières années, plus maintenant, parce que j'ai décidé vraiment de me consacrer à Fleur. Mais oui, c'est sûr que j'ai besoin d'enseigner pour me permettre d'en vivre finalement, mais la chance de tout ça, c'est que je peux faire de la musique à tous les jours parce que je peux enseigner. Puis ce que j'aime vraiment d'enseigner, c'est le partage. Parce que oui, je peux partager mes chansons avec le public en étant auteur-compositeur, mais de le partager aussi de 1 à 1 avec des élèves qui peut-être rêvent de faire ce métier-là un jour, ou qui sont curieux, ou qui aiment tellement chanter, puis de juste pouvoir transmettre cette passion-là de cette façon-là aussi, c'est un grand privilège pour moi. Qu'est-ce que l'enseignement apporte à ta carrière? En fait, je pense que c'est la passion de la musique pour
la musique, la passion de chanter pour chanter. Puis le fait que, tu sais, parce que quand on décide qu'on veut faire de la musique un métier, c'est que ça va plus loin que écrire des chansons puis chanter devant des gens. Il y a beaucoup de travail à la maison tout seul où tu envoies des courriels où il faut que tu fasses des stratégies pour promouvoir tes chansons pour aller à la rencontre des gens. Fait que oui, il y a la partie qui est vraiment le fun où tu crées puis où tu rencontres les gens, où tu partages ton œuvre, mais c'est aussi le fun, le fait d'être à la maison puis de travailler un peu dans la business de ta carrière, parce qu'au final, faire de la musique, il y a l'industrie, il y a l'aspect entreprise, développer la fibre entrepreneuriale. Ça, j'aime vraiment ça, mais c'est autre chose aussi. Tandis que quand j'enseigne, c'est vraiment... ça me ramène à cette passion-là qu'est la musique. Ça me ramène à moi quand j'étais plus jeune aussi, puis que je rêvais donc de faire mes chansons, puis de les présenter, puis de pouvoir dire que j'en fais un métier. Bien, ça m'aide à garder cette relation-là avec la musique. Ça me rappelle qu'il faut que je garde ça près de moi, finalement. Est-ce que tu as déjà senti le besoin de dénaturer une partie de ton travail pour qu'il soit à la mode? C'est une pression que j'ai pu ressentir, surtout dans le processus de la création de l'album, parce que parfois, on aimerait que notre chanson puisse passer à la radio, puis on se dit, OK, à quoi ça ressemble, les chansons à la radio? Quel est le son qui est véhiculé? Quels sont les messages? Puis tout ça. Mais j'avais pas... Puis peut-être un jour, je vais avoir la chance qu'une chanson passe à la radio. Je vais être très contente de ça si ça arrive. Mais j'avais pas envie de dénaturer mon œuvre si mon œuvre n'était pas faite pour aller à la radio. J'avais envie que les gens puissent connaître Fleur pour ce qu'il est vraiment, finalement, qu'ils puissent connaître les chansons de la façon que nous, on les voit, avec le message qu'on veut véhiculer. Puis après ça, comment est-ce qu'on va faire pour aller à la rencontre du public puis que ce soit le plus efficace possible? Bien, on verra. Mais si le projet est authentique, si c'est la façon dont on voulait le livrer, bien, pour moi, c'était ça le plus important. Fait que malgré cette pression-là, je pense que le fait de rester vrai envers soi-même, c'est ce qui est le plus gagnant, finalement. Puis j'avais pas envie de rejoindre les gens avec une version de moi-même ou du projet qui n'était pas totalement authentique. Comment est-ce que tu décrirais Fleur? Fleur, c'est un projet de lumière. Je commencerai avec ça. Pour moi, Fleur, c'est d'aller puiser dans ce qu'on a de meilleur pour le partager avec les autres. Je pense qu'avec les gars, ce qu'on essaie de faire, c'est d'être la meilleure version de nous-mêmes à tous les jours. Puis c'est ce qu'on aspire à faire. Puis dans ce que j'ai envie de dire avec Fleur, c'est que malgré toutes les tempêtes qui peuvent arriver dans nos vies, malgré tous les obstacles auxquels on peut rencontrer, il y a toujours une lumière. Cette lumière-là est à l'intérieur de nous. Fait que pour moi, Fleur, c'est d'aller chercher cette lumière-là, pour aller s'affranchir de ce qui peut nous arriver, des obstacles, pour aller semer des petites du bonheur dans les cœurs, finalement. Alors voilà. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour la suite? On a une deuxième chanson qui va sortir au début de décembre. Ce que j'aime avec cette chanson-là, c'est qu'on va aller découvrir un autre aspect musical de Fleur, parce qu'on a vraiment 3 grandes influences dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont plus le rock progressif, le jazz, la chanson populaire. Avec l'équilibre, on a vraiment mis de l'avant l'aspect chanson populaire avec des petits accents jazz. Mais là, avec cette chanson-là, on va aller vraiment découvrir l'aspect rock progressif avec les solos de guitare, avec la forme de la chanson qui peut être à développement aussi. Fait que c'est ce qu'on prépare pour le début de décembre. Il y a d'autres petites surprises qui s'en viennent aussi en décembre et en janvier. Et puis un album à paraître à l'hiver. Où est-ce qu'on va pour entendre votre matériel? L'équilibre est présentement disponible sur toutes les plateformes numériques. Spotify, Apple, Amazon, Deezer, YouTube. Donc, pour aller écouter la chanson, c'est là. On a un Bandcamp aussi.
On a un site web, fleurmusique.com. Et puis, on a nos réseaux sociaux Facebook et Instagram, Fleur Musique aussi. Donc, pour en apprendre un petit peu plus sur Fleur, pour avoir tous les liens aussi, pour aller écouter la musique, rendez-vous sur le site Internet et puis nos réseaux sociaux. Mais laisse-moi pas dormir ce soir, on n'a pas encore tout vu. On vous présente maintenant une entrevue que j'ai pu avoir avec Manon Rivard de Chlorophylle. Chlorophylle, qu'est-ce que c'est en gros? Eh bien, c'est une entreprise qui fabrique des vêtements de plein air. J'en dis pas plus, l'entrevue que j'ai pu avoir avec elle nous en dit assez long. Aujourd'hui, à l'émission, je rencontre Manon Rivard, qui est directrice des communications et adjointe au marketing chez Chlorophylle. Bonjour, Mme Rivard. Bonjour, ça va bien? Ça va bien vous-même? Oui, ça va bien, merci. Je vous rencontre aujourd'hui parce que Chlorophylle fait une campagne de collecte de manteaux. Pouvez-vous m'en dire un peu plus? Oui, en fait, c'est notre 3e année de la campagne Don de manteau. C'est très simple. On utilise un manteau qui dort dans notre garde-robe pour pouvoir le rapporter dans une boutique Chlorophylle et obtenir un rabais de 75 $ à l'achat d'un nouveau. Et ce manteau-là, il est remis à un organisme là, dans le secteur, donc un organisme communautaire qui va remettre ce manteau-là à une personne de sa collectivité. Donc, on fait une bonne cause. On se choisit un nouveau vêtement pour passer la prochaine saison hivernale. Et cette campagne de collecte-là, ça vient d'où? C'est qui a eu l'idée de ça? Puis ça part d'où? Oui, en fait, ça part d'une initiative de ma collègue Claudie Laroche qui est au marketing il y a 3 ans. Elle se demandait comment ajouter une petite cause sociale à l'entreprise Chlorophylle. Et de là, il est né l'idée vraiment d'ajouter ce volet-là du donner au suivant. Ici, le siège social est à Chicoutimi. On côtoie la pauvreté là, tout près de notre siège social. Et d'ailleurs, on a vraiment un bon rapport avec la maison d'accueil pour sans-abri qui participe à notre événement depuis le tout début. Vraiment, c'est notre boutique de Chicoutimi récolte beaucoup de manteaux. Donc, pour cet organisme-là qui reçoit des dizaines de manteaux par année, c'est comme un cadeau. C'est un privilège vraiment de voir cette campagne-là lancée parce qu'ils reconnaissent vraiment l'impact pour leur communauté. OK. Et c'est la combienième édition? C'est la 3e édition cette année et c'est cette année qu'on va fracasser le record là, du millième manteau remis dans la collectivité. Donc, on a à peu près 300 à 400 manteaux qui sont collectés chaque année. Et déjà, cette année, je peux vous dire qu'on est à mi-parcours et on a déjà là, près de 400 manteaux récoltés. Donc, c'est vraiment, on sent l'enthousiasme, on sent l'énergie des gens là, pour rapporter leurs manteaux. On voit à quel point ça leur tient à cœur. Donc, on est vraiment fiers de participer à cette campagne de donner au suivant. Bien, bravo, c'est déjà très bon pour le mi-parcours. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Chlorophylle, pouvez-vous m'en parler un peu? Bien, Chlorophylle, c'est une marque qui existe depuis 40 ans, donc qui a été vraiment créée par des passionnés plein air qui cherchaient vraiment à dépasser leurs limites et d'avoir les bons outils pour leur expédition. Donc, quiconque est passionné de plein air, c'est la destination pour aller se choisir des vêtements adaptés. Ce sont des vêtements qui sont créés ici, donc vraiment qui sont conçus pour nos températures, nos intempéries, qui sont testés, approuvés par une série d'ambassadeurs aussi. Donc, on est vraiment dans le local et le fier. Vos boutiques se retrouvent à quel endroit? On a 14 boutiques à travers le Québec, donc on est vraiment représentés un petit peu partout. Dans votre secteur, on est à Rivière-du-Loup et Rimouski pour desservir votre clientèle, mais 14 boutiques à travers le Québec. Et qui sait, chaque année, on vient d'ouvrir une nouvelle boutique là, dans le coin de Mirabel et Gatineau là, cette année. Donc, chaque année, on peut voir le réseau s'agrandir. Ah ben tant mieux, c'est une bonne nouvelle. La collecte de dons de manteaux, pouvez-vous me dire un peu là, les villes qui vont, les villes et les organismes peut-être qui vont être bénéficiaires de ces manteaux-là? On a vraiment créé 14 mariages. Donc, les 14 boutiques sont reliées à un organisme du territoire. Par exemple, je vous parlais de la maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi qui rejoint une clientèle davantage masculine. Mais j'ai plusieurs organismes vraiment au niveau de la famille. Donc, on le sait que la pandémie a pu être difficile là, pour en fait toutes les tranches de la société, là, si je peux me permettre. Donc, des familles peuvent avoir un petit peu moins de moyens pour habiller la famille pour les prochains mois et affronter l'hiver. Donc, on touche vraiment à différents
différentes clientèles et c'est ce qui est beau avec le don de manteau. Vraiment, on rejoint une série d'organismes communautaires qui nous ont accueillis à bras ouverts, là, ou encore des mariages qui se sont renouvelés d'une année à l'autre. Et cette année encore, comme je disais, on a eu des nouvelles boutiques, donc on a des nouveaux organismes qui se sont joints à cette campagne-là. Et tu sais, je reçois des appels de d'autres organismes qui aimeraient se joindre à nous pour les prochaines années. Donc vraiment, ça fait boule de neige, ça. Je sens vraiment qu'il y a un impact très fort avec le don de manteau. On a un intérêt, les gens rapportent leurs manteaux, sont fiers parce que on en a tous des manteaux qui dorment dans la garde-robe, là, que ce soit parce qu'on a changé de silhouette, que le coloris ne nous plaît plus ou qu'on pratique plus le sport dans le fond pour lequel on avait acheté ce vêtement-là. Donc, il y a plusieurs personnes qui rapportent d'ailleurs leur manteau en succursale et qui ne bénéficient même pas du rabais, là. Donc, vraiment, ils savent que ce manteau-là va aller entre bonnes mains. Voilà, ça fait vraiment boule de neige. Est-ce que la valeur du manteau ou l'état du manteau est importante pour le don? C'est étonnant de voir à quel point on reçoit de la qualité et des manteaux vraiment de seconde main, mais de qualité encore en bonne condition. Comme je vous dis, ça arrive qu'on a changé de silhouette et que le manteau ne nous fait tout simplement plus. Un manteau d'hiver, généralement, ça passe les intempéries. Donc, oui, on a vraiment de la bonne qualité. Vous pourriez être surpris là, vraiment de ce qui nous est rapporté. Et ceci dit, je ne l'ai pas mentionné, mais oui, on peut rapporter la marque Chlorofilm. On peut vraiment rapporter n'importe quelle marque de manteau d'hiver. Donc, pourvu qu'il est chaud, il va trouver preneur. À Rivière-du-Loup et à Rimouski, à quel endroit est-ce qu'on peut aller porter ça? Mais en fait, ce sont les boutiques vraiment de ces secteurs-là qui vont recevoir les manteaux. Du côté de Rivière-du-Loup, c'est la Société Saint-Vincent-de-Paul qui va collecter ces manteaux-là. Et du côté de Rimouski, c'est le Répit du passant. Donc, ce sont les communautés de ces deux organismes-là qui vont pouvoir bénéficier des manteaux qui sont remis dans les deux boutiques participantes. Pour convaincre qu'une personne qui a un manteau, mais qui, des fois, il y a le préjugé sur la pauvreté qu'il y en a qui sont là-dedans, mais que il mérite un peu, là. Je ne sais pas s'il y en a qui ont parfois ce préjugé-là. Comment est-ce qu'on peut convaincre une personne, justement, là, d'aller porter son manteau qui est désuet dans les boutiques? Oui. Tu sais, moi, pour relancer le don de manteau, je suis vraiment allée me plonger au cœur d'histoires de personnes qui fréquentent la maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi. Et vous seriez étonnés de voir à quel point la pauvreté, on peut facilement y glisser. Parfois, ce sont des petits événements de la vie là, qui nous propulsent à tout perdre, à perdre nos repères. Donc, ce sont des gens qui ont tendu la main avec beaucoup de courage. Ce sont des gens qui se retrouvent démunis, donc face à rien, mais qui ne perdent pas leur fierté. Donc, on est dans un pays nordique, le climat est difficile. Donc, avoir un manteau dont on est fier de porter sur nos épaules, ça a beaucoup d'importance pour ces gens-là et ça peut arriver à n'importe qui. J'ai vraiment rencontré, et ça m'a étonnée moi aussi, de rencontrer des personnes qui étaient fières, qui travaillaient, qui payaient leurs factures et un seul événement a fait en sorte qu'ils ont perdu pied. Donc, c'était très touchant, là, moi, cette collecte-là d'informations et ça m'a vraiment ouvert les œillères que ça peut arriver à n'importe qui. Personne n'est à l'abri vraiment d'avoir une situation qui le plonge au cœur d'une descente, finalement. Est-ce qu'on doit attendre tout le reste de l'année à la campagne de don de manteaux pour vous apporter des manteaux dans les boutiques ou spontanément dans l'année, si on a un vêtement là, chaud, mettons, pour l'hiver suivant, mais qu'on veut faire du ménage au printemps souvent, est-ce qu'on peut apporter ça dans les boutiques à l'année quand même? Bien, je vais vous demander d'être patient. C'est vraiment un petit réseau là, bien organisé, bien tissé serré. Donc, on se concentre vraiment dans les mois de novembre et décembre. Et d'ailleurs, la collecte va se terminer aux alentours du 19 ou du 20 décembre prochain. Donc, vous arrivez jusqu'à ce moment-là pour pouvoir apporter votre manteau. Pour le restant de l'année, il va falloir le mettre de côté là, pour pouvoir aller à l'année suivante. Il faut savoir aussi que les boutiques, parfois, ont des espaces plus restreints pour accumuler les manteaux. C'est une collecte aussi, donc je demande aux organismes là, d'aller en boutique pour pouvoir récupérer les vêtements. Donc, c'est une petite course, là, dans le fond, de plusieurs semaines. Donc, profitez-en vraiment. C'est le moment de rapporter votre vêtement. Et si les gens ont des questions sur la campagne, sur Chlorofil en général, est-ce que les gens peuvent vous rejoindre de quelconque façon? Oui, on a notre page Facebook, bien sûr, sur laquelle on est toujours réactif, Instagram aussi. Sinon, le site chlorophylle.com/don de manteau, c'est là que se trouvent tous les détails. Sinon, rendez-vous dans une boutique, une de nos 14 boutiques à travers le Québec pour avoir plus d'informations. Les conseillers aux ventes sont là pour vous accompagner.
Et Madame Rivard, directrice communication et adjointe au marketing chez Chlorophylle, ça a été un plaisir. Plaisir partagé. Alors, rapportez votre manteau, n'oubliez-le pas. Merci. Merci. Avant de s'attaquer à l'inauguration officielle de la salle de psychomotricité de la Maison de la Famille des Basques, je vous propose de prendre une pause publicitaire et au retour, vous allez avoir droit à l'inauguration qui a eu lieu en direct sur la page Facebook de la Maison de la Famille des Basques. À tantôt. Tous ensemble, collectivement, on peut se transmettre des émotions. Alors, la contagion émotionnelle, c'est quand une émotion passe d'une personne à une autre personne. Alors, soyons des agents et des agentes de contagion émotionnelle positive. Alors, pour faire ça, on peut prendre le temps justement de souligner les bons coups, féliciter aussi nos réussites, qu'est-ce qu'on fait de bon, qu'est-ce qu'on a fait de beau, soulever les choses qui ont été positives. On a besoin de se faire contaminer par la joie, par l'espoir, par la création de liens aussi, parce qu'on le mérite dans le fond, on a travaillé fort durant cette année-là, puis c'est important de prendre ce moment-là pour soi. Au Québec, on travaille fort pour que nos transports fonctionnent avec notre énergie propre, car non seulement c'est bon pour l'environnement, mais ça fait rouler notre économie en créant de l'emploi pour Robert. Oui, monsieur. Et ça permet aussi de soutenir des entreprises innovantes, comme celle des Sœurs Chang. Merci. Et ça aide au développement des régions en faisant travailler Alain. Et Alain Junior. Quoi? Je travaille, moi? Dans une quinzaine d'années, mon homme. Pfiou! L'électrification des transports, c'est bénéfique pour nous tous. Qu'est-ce que ça vous dit quand je vous dis les mots « santé mentale ». Des fois, on a le réflexe d'entendre santé mentale puis de penser tout de suite à problème ou à maladie. Parce que c'est vrai, dans les médias traditionnels, c'est ce qu'on entend le plus souvent. On parle de santé mentale par rapport aux problèmes, par rapport à ce qui va pas bien, justement. Mais on parle pas assez de la bonne santé mentale. La bonne santé mentale, ça passe par notre réseau social, d'avoir des bonnes personnes qui nous entourent autour de nous. Ça passe par notre capacité d'adaptation aussi aux nouvelles situations qu'on rencontre, notre gestion du stress, notre gestion émotionnelle aussi. Donc, en bref, c'est de trouver un équilibre entre les divers aspects de notre vie. On peut se demander qu'est-ce qui va bien chez les humains? C'est quoi les belles choses qui ont ressorti de cette année-là qu'on a vécue ensemble? C'est quoi qui vous fait du bien quand vous avez un moment où est-ce que votre santé mentale est fragilisée? Bien, moi, c'était quand j'étais jeune. Mon mari et moi, nous avions une boutique. J'avais un plaisir fou à voir les enfants apprendre à mon amoureux à parler français. Magasiner en français, un jeu d'enfant. Je connais Francis depuis l'âge de 3 ans. Je sais et je vois qu'il va pas super bien. Il est triste tout le temps. Il parle pas. Et il est toujours tout seul. Si vous le connaissez, intéressez-vous à lui. Demandez-lui comment il va. Soyez attentif à mon Francis. Le thème sur lequel on met de l'emphase depuis 2 ans maintenant avec le Mouvement Santé mentale Québec, c'est le thème « Ressentir ». Parce que c'est tellement important justement d'écouter notre monde émotionnel, puis aussi de comprendre les messages que nous envoient nos émotions. Parce que si on ne les écoute pas, nos émotions, le message qu'ils veulent nous transmettre, les émotions vont essayer de faire passer leur message autrement, donc par notre corps.
Et là, c'est là que vous pouvez vous demander, voyons, comment ça que je suis fatiguée comme ça? Comment ça j'ai des maux de tête ces temps-ci, des maux de ventre, que j'ai des tensions musculaires aussi? Des fois, c'est parce que c'est des situations qui ont été très lourdes émotionnellement qu'on n'a pas pris le temps de régler et d'aller décortiquer. Et il ne faut pas oublier que les émotions, c'est jamais un signe de faiblesse. Il faut vraiment se rappeler ça. En fait, le fait de comprendre, de vivre nos émotions, c'est là où est-ce qu'elle est toute notre force. Parce que c'est dans le processus de ressentir qu'on va pouvoir, après ça, comprendre c'est quoi les besoins, c'est quoi mes désirs aussi qui sont très importants, c'est quoi mes valeurs aussi qui résonnent en moi, pour après ça pouvoir aller passer à l'action pour que l'émotion crie un peu moins dans notre corps. C'est quand j'ai rencontré ma belle à la boutique de chocolat. Elle m'a raconté qu'elle était venue ici dans notre pays avec sa famille pour pouvoir vivre en français. C'était une si belle histoire. Magasiner en français, un jeu d'enfant. Remplacer 12 $ d'aliments d'ailleurs par des aliments d'ici, c'est le Québec qui y gagne. Chez Santé mentale Québec Bas-Saint-Laurent, on a différents services. On a un volet promotion-prévention où est-ce qu'on va donner des conférences, des ateliers, des formations sur les thèmes de la santé mentale. On a aussi 2 intervenantes qui s'occupent d'un milieu de vie, donc où est-ce que les gens peuvent venir échanger entre eux. Ces 2 mêmes personnes-là aussi s'occupent du volet croissance et entraide où est-ce qu'on a des groupes de soutien sur différents thèmes comme l'anxiété, la bipolarité, par exemple, les personnes qui entendent des voix aussi. Et on a un volet de réinsertion à l'emploi, donc le volet vis-à-vis qui aide les personnes à reprendre le marché de l'emploi avec un cadre qui est sécuritaire et qui permet de développer des habiletés sociales au travail. On a demandé à Théo, 8 ans, et Adrien, 6 ans, quels sont leurs plus beaux souvenirs de magasinage avec leurs parents. Nous, c'est quand on va à la balade des douceurs et que Michel et Madame Antoinette nous font visiter la boulangerie et nous font goûter à leur création. Une fois, elle m'a raconté pourquoi elle a décidé de choisir le Québec pour s'y établir. Pour nous, c'est des moments magiques. Magasiner en français, un jeu d'enfant. J'espère qu'un jour nos destins se recroisent ici. Là, mon amour, je t'en prie, prends bien soin de toi. J'espère qu'un jour nos destins se recroisent ici. Là, mon amour, moi je t'embrasse 1000 fois. À la SAQ, on a plein de produits du Québec. Et il n'y a pas qu'une façon de les reconnaître. Il y en a 3. Origine Québec, préparé au Québec et embouteillé au Québec. Apprenez à repérer ces 3 identifiants et mettez du Québec dans vos choix. SAQ, le goût de partager depuis 1921. Dimanche dernier, la Maison de la famille des Basques de Trois-Pistoles inaugurait officiellement sa salle de psychomotricité. Il y a quelques semaines, j'ai pu faire un reportage avec Karine Roussel de la Maison de la famille pour nous présenter la salle en tant que telle. Mais là, la Maison de la famille inaugurait officiellement l'endroit et présentait également les 20 ans de la Maison de la famille des Basques. Bon visionnement. Oui. Alors, bonjour et bienvenue à la Maison de la famille des Basques. On est vraiment contente de vous accueillir aujourd'hui pour célébrer l'inauguration de notre salle de psychomotricité et aussi les 20 ans de l'organisme. Donc, voilà. Fait que dans le fond, le 21 novembre 2001, l'organisme Ressources Familles des Basques a officiellement été créé. C'est vraiment un grand privilège pour nous aujourd'hui, le 21 novembre 2021, vraiment 20 ans plus tard, de pouvoir célébrer les 20 ans.
puis aussi, dans le fond, d'inaugurer notre salle de psychomotricité parce qu'en plus, aujourd'hui, c'est la dernière journée de la grande semaine des tout-petits. La grande semaine des tout-petits, c'est le petit carré que Ulrich vous a gentiment remis à votre arrivée. Je pense qu'il en manquait quelques-uns à la fin, fait que désolé pour ceux qui n'en ont pas eu. Mais c'est vraiment, en fait, la grande semaine des tout-petits, ça vise à donner une voix aux quelques 534 000 tout-petits du Québec afin de faire la petite enfance une véritable priorité de société. Cette semaine, ça a aussi pour but de remercier tous les intervenantes et tous les intervenants qui contribuent au développement du plein potentiel des enfants du Québec. Puis dans le fond, afin de faire écho au rapport de la commission Laurent, le thème choisi qui a été choisi pour l'édition 2021, c'est vraiment la prévention ainsi que les conditions favorisant la mise en place de communautés bienveillantes. Être bienveillant envers les tout-petits, leurs parents, leur famille, c'est une valeur qui est vraiment au cœur de nos actions ici à la Maison de la Famille depuis les 20 dernières années. Être une communauté bienveillante et tissée serrée, c'est vraiment aussi une priorité que je crois qu'il faut que tout le monde se donne aujourd'hui en 2021. Puis je pense que par votre présence, ben c'est quelque chose aussi que pour vous, c'est prioritaire puis c'est apprécié. Le succès de la Maison de la Famille des Basques ne serait certainement pas ce qui est aujourd'hui sans les nombreux contributrices et contributeurs des 20 dernières années. Que ce soit les employés, les membres du conseil d'administration. Depuis 20 ans, il y en a passé beaucoup de personnes, autant dans les employés qu'au conseil d'administration. Il y a aussi plusieurs stagiaires, il y a eu beaucoup de bénévoles, puis aussi, ben, il y a eu plusieurs familles membres. Donc, sans plus tarder, je vais tout de suite vous présenter Mylène Gagné, qui est la présidente du conseil d'administration, puis c'est elle qui va pouvoir vous parler de notre grande nouveauté, notre salle de psychomotricité. Donc, je crois que l'idée d'une salle de motricité a toujours fait partie des rêves de l'organisme. Par contre, si le projet a pris forme lorsque la Maison de la Famille a vraiment emménagé dans les nouveaux locaux ici, en août 2015. L'équipe de la Maison de la Famille ainsi que le conseil d'administration travaillent vraiment en collaboration et activement pour bonifier les services et répondre aux besoins des familles des Basques. C'est grâce à ce travail collaboratif que le rêve est devenu maintenant une réalité. Depuis un peu plus d'1 an, les locaux, dans le fond, sont vraiment occupés par la Maison de la Famille. Donc, ça a permis de concrétiser notre projet d'avoir une salle de psychomotricité. Aujourd'hui, nous inaugurons officiellement la salle de psychomotricité, mais elle est déjà accessible en primeur aux enfants qui ont participé au camp d'été et aux familles depuis le mois d'octobre dernier. Comme bien des gens peuvent se poser la question à quoi ça sert une salle de psychomotricité. En fait, c'est un lieu où les enfants sont libres de pratiquer des activités physiques où ils sont les propres maîtres de leur action. Il est primordial de respecter le rythme de chaque enfant afin qu'ils puissent apprendre tout en ayant un sentiment de sécurité. L'espace se veut un endroit ludique où les familles peuvent venir bouger, jouer, tout en développant leurs capacités physiques, intellectuelles et sociales. L'enfant est invité à développer ses capacités motrices telles que de courir, grimper, ramper, glisser, rouler, tout ça dans un endroit sécuritaire, ce qui l'amène à être plus agile et améliorer ses capacités motrices avec aisance. Il est important de mentionner que la pratique d'activités physiques permet aux enfants de développer et d'améliorer leur agilité, leur équilibre, leur coordination. Venir jouer à la salle de motricité offre l'occasion aux enfants de socialiser, d'apprendre le partage, le respect des mobiliers aussi. Ça lui permet aussi de pratiquer son raisonnement par la planification de ses mouvements et apprendre également à faire ses propres choix. En plus d'une carte de fidélité, vous offre une entrée gratuite après 9 présences. Le but à retenir est que la salle de psychomotricité est là afin d'offrir aux familles des Basques un endroit accessible et permettre aux enfants de se dépenser, socialiser, d'apprendre tout en s'amusant dans un endroit sécuritaire, beau temps, mauvais temps. C'est également un endroit où les parents peuvent venir socialiser entre eux et observer leur enfant en action et de les voir évoluer. Pour l'instant, on appelle ce lieu la salle de psychomotricité, mais il y a un concours afin de trouver le nom. Donc, le choix du nom sera effectué en mai dans le cadre de la journée familiale
Et il y aura un prix pour le gagnant ainsi que des prix de participation. On invite donc parents et enfants à nous donner leurs suggestions. Nous avons le plaisir d'accueillir à partir de maintenant Madame Diane Lepage qui, en plus d'utiliser les services depuis les 17 dernières années, avec sa famille, a siégé au conseil d'administration durant un bon 6 ans et elle nous parlera du cheminement parcouru depuis les 20 dernières années. Donc, comme Mylène le disait, j'ai fait partie là, du conseil d'administration pendant quelques années et ça fait depuis là, quand même 17 ans, fait que pas depuis les débuts de la maison de la famille, mais presque. Je fais affaire, dans le fond, avec différentes activités là, avec mes 4 enfants. Donc, il y a 20 ans, Mme Laurie Vaillancourt était engagée par le Centre d'action bénévole afin de mettre sur pied l'organisme Ressources Familles des Basques. 20 ans qu'elle travaille au développement de l'organisme et pour le bien-être des familles des Basques. Elle ne peut malheureusement pas être des nôtres aujourd'hui, mais elle est de tout cœur avec nous. Tout était à bâtir. C'est en étroite collaboration avec M. Marcel Desjardins, qui était sur le CA et directeur du Centre Alpha, et M. Yvan Charette, qui était organisateur communautaire au CLSC, qu'elle a développé les outils administratifs, trouvé un local et toute autre tâche connexe. Dans ses premiers mandats, elle avait comme objectif de développer le programme de parrainage scolaire et le programme YAP, groupe de soutien « Y'a personne de parfait », pour les parents d'enfants de 0 à 5 ans. En avril 2004, les organismes communautaires familles transfèrent de ministère, passant de la Régie régionale en santé et services sociaux vers le ministère de la Famille. Nous avons aménagé dans nos nouveaux locaux au 15 Notre-Dame-Est en septembre 2004 et une première programmation d'activités était lancée à l'automne. Il y avait alors 2 employés à temps plein. De 2004 à 2013, nous développons une multitude de nouveaux projets et programmes voués aux parents et aux enfants. La diversité d'animations grandit d'année en année, passant du Step Poussette à Château-Gribouille, à l'ajout de halte garderie, jusqu'à la création de notre personnage emblématique, Mathurin. Suite à la démarche La Voix des parents, le comité en place a élaboré des objectifs pour améliorer la qualité de vie des parents des Basques et la relocalisation de l'organisme a fait partie des priorités afin de rendre l'espace aux familles plus accessible, sécuritaire et adapté aux enfants. C'est pourquoi, au printemps 2014, nous avons formé un cabinet de campagne composé de 10 personnes, dont j'ai eu l'honneur d'être famille d'honneur avec mon conjoint Éric Lavoie. Notre objectif était d'amasser 200 000 $ dans le but de relocaliser l'organisme au plus tard en 2016. Coup de théâtre, le cabinet et l'équipe de travail se sont donnés à fond dans les recherches de financement et en décembre 2014, nous achetions l'ancienne librairie Euskara. Quelques mois plus tard, nous avions atteint notre objectif financier de 200 000 $ et en août 2015, après de grosses rénovations, on intégrait nos nouveaux locaux dont nous étions fiers propriétaires. Du même coup, Ressources Familles des Basques devenait la maison de la famille des Basques avec un tout nouveau local, nouveau visuel et nouveau logo. Afin de poursuivre la recherche de financement, le concept de la nuit aux 1000 feux, c'était 12 heures de ski qu'on faisait pendant la nuit au parc du Mont-Saint-Mathieu, a été développé en collaboration avec la Fondation du 6 des Basques durant 2 années d'affilée. De 2017 à 2020, un grand tournant dans les actions Cosmos s'est développé où nous avons créé de nombreux projets et outils en lien avec la paternité, les ondes sans écran, la conciliation famille-travail et la lecture à domicile. Un parc de jeux extérieur a également été aménagé, rendant nos locaux encore plus adaptés aux familles. Ensuite, une pandémie est arrivée, vous en avez dû en entendre parler un peu, et l'équipe a su se virer de bord et adapter ses services pour répondre aux besoins des familles. Un camp de jour estival pour les enfants de 2 à 6 ans a également été ouvert pour combler un besoin criant de manque de place en garderie et services de garde durant l'été. En 2021, nous avons enfin pu concrétiser la création et l'ouverture de la salle de psychomotricité.
Je souhaite aux familles d'avoir autant de plaisir à y jouer que nous avons eu à lui donner vie. Vous devinerez que l'ouverture de la salle de psychomotricité, elle ne serait pas possible sans de nombreux partenaires. Donc, je tiens vraiment à remercier chaleureusement Cosmos des Basses, l'URLS du Bas-Saint-Laurent, l'Unité régionale des loisirs et du sport, Centraide, Tim Hortons via la campagne de Biscuits Sourire 2020, ainsi que de nombreux bénévoles qui ont donné un coup de main afin de réaliser ce projet. Nous espérons réellement que cette salle va nous permettre de rejoindre plusieurs familles des Basques qui va répondre aussi à différents besoins. C'était vraiment aussi notre désir de l'ouvrir en dehors des heures régulières. C'était vraiment justement de pouvoir rejoindre des familles que les deux parents travaillent qui ne peuvent pas donc nécessairement facilement participer à nos activités qui se passent durant la semaine de jour. Puis comme vous le savez, ben justement, la pandémie a changé différents besoins des familles au cours des derniers mois, mais il y a une chose qui n'a pas changé, c'est vraiment le besoin de se regrouper et de bouger, puis le besoin des enfants aussi de socialiser. On espère beaucoup continuer de collaborer avec différents partenaires au cours des prochaines années. Je tiens vraiment à remercier aussi chaleureusement tous les partenaires qui sont là avec nous depuis les 20 dernières années. Il y en a beaucoup, ça serait beaucoup trop long à tous les nommer, mais depuis 20 ans, on voit vraiment qu'il y a des partenaires qui reviennent à chaque année. Il y a des nouveaux partenaires aussi. C'est vraiment, c'est très apprécié et c'est vraiment primordial justement pour la fameuse communauté bienveillante autour des tout-petits. Je tiens aussi à remercier les nombreuses personnes qui sont présentement sur le conseil d'administration, mais aussi qui ont été sur le conseil d'administration depuis les 20 dernières années. On est une équipe de 7 employés. Il y a des éducatrices. Il y a aussi notre étudiante, Eve-Marie, qui est là pour ouvrir la salle de psychomotricité justement le soir, la fin de semaine. C'est aussi elle qui anime les fêtes d'enfants. Quand il y a des fêtes d'enfants, quand il y a des familles qui réservent pour les fêtes, c'est elle qui anime les fêtes. Donc, il y a vraiment, tu sais, c'est une équipe très diversifiée, je dirais. On a aussi certains bénévoles. D'ailleurs, je profite de la tribune pour dire que nous cherchons activement des bénévoles pour nous aider durant notre halte garderie. On a beaucoup de demandes pour des poupons. Puis les poupons, ben vous savez, ça demande beaucoup de bras, ça demande beaucoup de berçage et beaucoup d'amour. Fait qu'à un moment donné, les éducatrices en ont trop. Donc, si jamais vous avez envie de venir donner un coup de main de façon bénévole, on aimerait beaucoup regarnir notre liste de bénévoles dévoués. Dans le fond, les bénévoles, c'est vraiment accompagner les éducatrices qui sont là. Donc, des fois, ça peut être un coup de main pendant l'heure du repas, ça peut être de donner des biberons, ça peut être de changer des couches parce que ça fait partie d'un besoin primaire de tout enfant d'être propre. Donc, c'est vraiment d'accompagner, mais ça peut aussi être, tu sais, durant la halte garderie, surtout du mercredi, il y a des poupons, mais il y a aussi des enfants plus grands. Fait que des fois, ça peut être d'animer une activité avec des enfants de 2, 3, 4 ans, de faire un bricolage avec eux, de sortir un jeu de société, de faire un parcours de psychomoteur avec eux. Tu sais, c'est vraiment un peu, tu sais, on y va aussi avec le désir de là ou du bénévole, de ce qu'eux ont envie de faire. S'il y a une bénévole qui dit « Moi, je tripe bricolage, j'aimerais ça, à chaque mercredi, elle anime un atelier de bricolage durant votre halte garderie », bien, ça sera ça. Fait que c'est vraiment ouvert à toutes les possibilités. Puis je vous remercie vraiment beaucoup du fond du cœur d'être présent aujourd'hui. Votre présence, là, ça nous prouve que notre mission aussi vous tient à cœur. Puis c'est le fun de l'avoir partagé entre plusieurs personnes. Merci. Bravo. C'est maintenant la fin de l'émission. J'espère que vous avez apprécié le contenu qu'on vous a présenté. Si jamais vous avez des questions ou même des commentaires sur les reportages présentés, eh bien, je vous invite à nous écrire sur notre site internet tcbh.tv. Abonnez-vous à notre page Facebook ainsi qu'à notre chaîne YouTube. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine pour d'autres infos TCBH. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Drax? Jen. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner.
On a tous de bonnes questions sur le vaccin. Est-ce que mon enfant recevra le même vaccin que celui pour adultes? Le vaccin utilisé pour les enfants de moins de 12 ans a une formule différente de celui pour les adultes. Il contient une plus petite quantité d'ARN messager car le système immunitaire des enfants répond mieux que celui des adultes. Et bien que la dose soit plus petite, le vaccin est tout aussi efficace. Le vaccin, un moyen de nous protéger. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. On a tous de bonnes questions sur la vaccination. Est-ce que la vaccination est efficace? C'est l'une des interventions les plus efficaces dans le domaine de la santé et elle est offerte dès l'enfance. Grâce à la vaccination, moins de personnes souffrent de maladies évitables et les conséquences de ces maladies sont plus rares dans la population. On peut penser à la poliomyélite, le tétanos ou la rubéole, tout comme l'hépatite B qui a pratiquement disparu chez les plus jeunes car ils ont été vaccinés en bas âge. Le vaccin, un moyen de nous protéger. Votre code QR, c'est votre passeport vaccinal. Si vous avez 13 ans et plus, rendez-vous au québec.ca/passeport vaccinal pour télécharger votre passeport. Vous pouvez l'imprimer, le prendre en photo avec votre appareil mobile ou l'importer dans l'application VaxiCode. Pour accéder aux lieux publics et aux activités où l'on exige le passeport vaccinal, vous devrez aussi présenter une pièce d'identité. Obtenez votre passeport vaccinal au québec.ca/passeport vaccinal ou téléchargez l'application VaxiCode.